s'intéresse ce soir dans notre débat en partenariat avec l'Un Hebdo aux migrants. Sommes-nous encore humains? C'est la question qu'on va se poser cette semaine et dont on va parler dans un instant avec nos invités. Mais avant cela, j'aimerais que l'on écoute l'un des deux rescapés du naufrage dans la Manche. Un drame survenu en novembre dernier et durant lequel 27 personnes ont perdu la vie. Voilà ce que cet homme en disait il y a encore quelques jours. Les Britanniques vous ont entendu? Oui, ils nous ont entendus. Les gens pleuraient à l'aide et on a appelé au moins 2 fois, pas une fois. Après ça, personne n'est venu, le bateau a coulé et les personnes sont mortes. J'ai nagé et nous sommes restés dans l'eau 10 heures. Et pour en parler après ce drame, un de plus sur une trop longue liste, une liste qui continue de s'allonger, eh bien nous sommes maintenant en direct sur ce plateau avec Catherine Wittol de Vendenne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes politiste et directrice de recherche émérite au Centre de recherche internationale de Sciences Po. Vous êtes spécialiste des migrations internationales et notamment l'auteur d'Atlas des migrations, de nouvelles solidarités à construire. À vos côtés, François Gémen. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes géopolitologue, chercheur au FNRS qui se trouve en Belgique. Vous dirigez l'Observatoire Hugo de l'Université de Liège. Ça étudie notamment là-bas les migrations environnementales. Et vous avez pour votre part publié Géopolitique du climat, les relations internationales dans un monde en surchauffe. Nous sommes aussi avec... en direct, Frédéric Guénoc, bonsoir à vous. Vous êtes président de l'association de l'Auberge des migrants qui se trouve à Calais. On va tous vous entendre dans un instant, mais avant, je me tourne vers vous, Julien Bisson, rédacteur en chef du 1 Hebdo. Bonsoir. Bonsoir Lucie. Alors vous allez, Julien, nous expliquer ce choix. C'est le dernier numéro du 1 et vous avez décidé de vous intéresser aux migrants, à la situation migratoire. C'est vrai, on a choisi le corrosif plutôt que le festif avec ce numéro, car au moment où nous allumons des lumières pour Noël, eh bien, ce sont les feux de notre humanité qui vacillent. La mort de 27 migrants, on l'a vu au large de Calais, l'épisode biélorusse, quelques semaines auparavant, les dizaines de milliers de morts engloutis dans la Méditerranée ces dernières années, tous ces drames participent à ce que le pape François a appelé un naufrage de civilisation, un naufrage dont nous sommes tous en réalité collectivement responsables. C'est pourquoi il nous a paru nécessaire de consacrer notre dernier numéro de l'année, vous l'avez dit, à cette question, pour ne pas fermer les yeux face à l'inacceptable et pour comprendre aussi comment retrouver une forme d'humanité commune, un imaginaire différent qui nous permette de penser la question des migrants autrement. Et pour cela, on va se tourner tout de suite vers Frédéric Guénoc. Frédéric Guénoc, vous êtes sur le terrain, vous êtes à Calais, vous côtoyez les migrants, ceux qui veulent rester en France, ceux qui veulent passer vers l'Angleterre pour la plupart. Comment est la situation actuellement? On est quasiment après, un mois après ce drame terrible et 27 personnes qui sont décédées dans la Manche. Alors l'inhumanité, effectivement, est un qualificatif qu'on peut employer pour la situation à Calais. Elle est double. L'inhumanité, c'est d'abord l'insuffisance de l'accueil dans l'Union européenne. C'est le blocage de la frontière et c'est l'annulation par les Britanniques, pratiquement l'annulation des possibilités d'accès légal en Grande-Bretagne. Et l'inhumanité, elle est aussi dans les conditions de vie qui sont imposées aujourd'hui aux exilés sur la frontière franco-britannique, à travers notamment les expulsions permanentes et l'enlèvement des affaires personnelles des migrants, à travers les entraves qui sont mises au travail des associations comme l'Auberge des migrants, arrêtés préfectoraux d'interdiction de distribution de nourriture, panneaux d'interdiction de stationner au rocher là où on distribue, insultes à l'occasion, procès-verbaux tout à fait arbitraires. Voilà, donc on peut effectivement parler d'inhumanité concernant on va dire les options politiques de l'Europe et de la France et de la Grande-Bretagne ici à Calais. Catherine Wittol de Vendenne, vous écoutez Frédéric Guénoc. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment est-ce que la France considère et traite ces migrants qui sont aujourd'hui à Calais? Je pense qu'il y a beaucoup de gens parmi les décideurs qui sont convaincus qu'il faut rendre la vie impossible aux migrants pour qu'ils cessent de venir à Calais. Or, ils viendront toujours à Calais, parce que Calais, c'est en face de Douvres. Donc, c'est un point de passage très important. Et la dissuasion, depuis 20 ans maintenant qu'on a cette affaire de Calais, ne fonctionne pas. Donc, je pense qu'il est urgent de regarder d'autres solutions. Est-ce que ces autres solutions, ça vaut que pour Calais ou ça vaut aussi pour tout le territoire français? Pour l'ensemble, pas seulement français, mais européen. C'est-à-dire que l'autre solution, c'est d'ouvrir plus les frontières. Je le dis depuis très longtemps, je ne suis pas la seule. Beaucoup de chercheurs ont la même conclusion que moi. Je pense qu'il va falloir, à la fois face aux défis démographiques, face aux besoins de main-d'œuvre qu'on a vu entre autres dans plusieurs pays avec la crise du Covid,
les manques de main-d'œuvre liés à l'arrêt de l'immigration, à la fermeture des frontières. Le rêve des partis d'extrême droite s'était réalisé en 2020 avec la fermeture des frontières. Donc il faut ouvrir plus. Parce que si on ouvrait plus, on aura plus de gens qui viennent légalement. C'est ça le sujet. Ouvrir l'immigration légale à plus de profils de personnes, d'une part. Et d'autre part, ça résoudrait une partie du droit d'asile, c'est-à-dire faire le tri entre les gens qui correspondent au profil des demandeurs d'asile selon la Convention de Genève et puis ceux qui ont plus des profils de travailleurs. C'était le cas autrefois. En attendant, François Gémen, on a des drames qui s'accumulent. On a parlé du drame de Calais, 27 morts au large des côtes françaises. On a parlé des morts dans la Méditerranée, 23 000, je crois, au moins 23 000 depuis 2014. Ces catastrophes humaines, est-ce qu'elles sont le fait des passeurs qui sont responsables de tout cela, ou est-ce qu'on est collectivement responsable? Est-ce que ça peut être partagé par plusieurs acteurs? Je crois que nous en sommes collectivement responsables, et quelque part c'est un peu le revers des démocraties, c'est que nous sommes tous d'une certaine manière comptables des actions posées en notre nom par nos gouvernements. Einstein disait que la folie consistait à faire sans cesse la même chose et espérer sans cesse un résultat différent. Cela fait maintenant une vingtaine d'années que nous menons ces politiques de fermeture des frontières. Non seulement ces politiques ne fonctionnent pas, c'est-à-dire qu'elles ne parviennent pas du tout à ralentir le flux d'immigration, mais elles provoquent de surcroît des tragédies humaines insupportables, comme celle que vous avez rappelée, comme celle qui se joue en ce moment à la frontière polonaise. Et donc, le problème, c'est que nous restons complètement prisonniers d'une vision idéologique et malheureusement irrationnelle de la gestion des migrations, où nous nous convainquons que le meilleur moyen de gérer les migrations, c'est d'ouvrir ou de fermer les frontières. Comme si, en quelque sorte, la fermeture des frontières allait empêcher les gens de passer. Mais ces gens ont parcouru des milliers de kilomètres, parfois pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Ils ont dépensé des fortunes auprès des passeurs. Ce n'est évidemment pas une dernière frontière fermée qui va les arrêter. Et donc le problème, c'est qu'il faut évidemment, comme le rappelait Catherine de Wenden, ouvrir davantage les frontières, mais il y a quelque chose culturellement qui nous en empêche, parce que nous avons tendance à penser que ce serait le chaos migratoire, si c'était le cas, que tout le monde s'y engouffrerait, alors que le seul effet de la fermeture des frontières, c'est de rendre les migrations plus dangereuses, de créer ce qu'on appelle une crise migratoire, qui va pousser à la fermeture des frontières, parce que plus nous avons l'impression d'être en crise, plus nous nous sentons rassurés quand les frontières sont fermées, et c'est cela qui va provoquer cette tragédie, c'est cela aussi qui va créer le développement du business des passeurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est en crise ? Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans la même situation que la crise migratoire de 2015, qui avait quand même été vécue comme un espèce de tournant en France et dans toute l'Europe ? Pas vraiment, puisque déjà en 2015, la France a reçu très peu de personnes. C'est surtout l'Allemagne qui a été le pays d'accueil numéro 1 des arrivées de Syriens, entre autres de la crise de 2015. Donc, Angela Merkel qui l'avait voulu, voilà, d'ailleurs, qui avait décidé d'ouvrir les 800 000 personnes, nous sommes prêts, nous le ferons. Voilà ce qu'elle avait dit. En fait, l'Allemagne a reçu 1 million de nouveaux arrivants, surtout syriens, sur 1,2 million pour l'ensemble de l'Europe. Donc en France, on était très très loin d'une crise, une invasion que certains avaient bien sûr annoncée. En fait, mais la crise, elle est liée au blocage, c'est-à-dire plus les frontières sont fermées, plus il y a un trafic du passage, et plus on va rendre difficile le passage, plus le trafic va être encore plus important, il rapportera encore plus d'argent, il y a plus de trafiquants qui vont se mettre sur ce créneau-là. Donc c'est ça la crise, en fait. La crise migratoire, c'est la crise du passage, du trafic et de la très grande difficulté de gérer dans un contexte où on ferme les frontières. Donc on a fermé depuis 1974 en France l'immigration de travail salarié, par exemple, 1974. Donc en fait, on est dans un contexte qui correspond plus du tout à la réalité telle qu'elle se présentait avec le début de la désindustrialisation des années 74. Mais on en est resté là et la dépendance à l'égard de l'opinion publique supposée à travers les sondages a des effets ravageurs sur la prise de décision publique concernant les migrations à l'échelon national, mais aussi à l'échelon européen. Frédéric Guénox, sur le terrain, vous avez pu constater ce qui s'est passé depuis 2015. Qu'est-ce qui a changé? Comment ça s'est déroulé à l'auberge des migrants? Comment est-ce que vous avez vu les évolutions depuis le début de cette crise en 2015? Alors, mon association, comme les autres, doivent sans cesse s'adapter à un contexte qui est assez mouvant. Il y a eu cette période 2014-2015 avec des arrivées massives. Vous savez qu'il y a eu plus de 10 000 personnes sur ce qu'on a appelé la Grande Jungle de Calais. Par la suite,
le nombre de personnes présentes sur le littoral a baissé, mais en même temps, leur situation matérielle s'est beaucoup dégradée, et notamment du fait de cette politique du gouvernement qui consiste à essayer de décourager les personnes exilées de venir à Calais ou d'y rester à travers des mesures comme celles que j'ai citées tout à l'heure, des entraves notamment au travail des associations. Donc nous, on est dans une adaptation permanente au contexte, avec quelquefois des difficultés, et on est d'ailleurs assez pessimiste sur les années qui viennent. On voit pas tellement aujourd'hui comment... on voit que la politique européenne va probablement évoluer dans un sens plutôt négatif en termes d'accueil. Donc nous, on s'organise pour durer, pour être capable d'assurer le minimum humanitaire pendant les années qui viennent. Mais François Guénoc, vous nous dites on craint un petit peu les années à venir. C'est-à-dire que ça peut être pire qu'actuellement, ça peut être pire qu'en 2015, selon vous ? Tout à fait. Notamment, je vais prendre un exemple, l'avion de Frontex qui patrouille maintenant le long du littoral semblerait avoir permis de faire passer le taux de réussite des passages de 70% à 40%. Quel va être l'effet de ces difficultés supplémentaires pour passer ? C'est tout simplement que le tarif des passeurs vont augmenter et que les personnes prendront encore plus de risques. Par exemple, partiront d'encore plus loin. Du littoral, pourquoi pas de Normandie, il y a même eu des tentatives de Bretagne. Donc effectivement, à ce point de vue-là, les mesures qui viennent d'être annoncées depuis quelques semaines, notamment suite au naufrage, vont plutôt dans le sens d'une dégradation de la situation des exilés ici sur le littoral. François Gemène, vous écoutez ce témoignage. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a rien appris depuis 2015, qu'on n'a rien appris, on n'a tiré aucune leçon ? Absolument aucune, et je dirais même qu'on est dans une situation bien plus problématique encore qu'en 2015, parce que ce sujet de l'immigration et de l'asile est devenu un sujet de division profonde des Européens, et qu'on sait bien que dès que l'on va évoquer ce sujet, il va y avoir des divisions et des tensions profondes entre pays de l'Union européenne et aussi parfois au sein de certains gouvernements. C'est pour ça que l'Union européenne se trouve désormais dans une position de grande vulnérabilité face à des régimes qui vont utiliser les migrants pour essayer d'obtenir des éléments diplomatiques de sa part. Et l'Union européenne est victime de chantage. On l'a vu en Biélorussie avec le dictateur Loukachenko, on l'a vu en Turquie avec le président Erdogan, on l'a vu au Maroc. Désormais, dès qu'un pays un peu hostile à l'Union européenne va vouloir obtenir quelque part quelque chose de sa part, il sait qu'il va pouvoir précipiter à sa frontière des centaines ou des milliers de migrants et que cela va provoquer une crise diplomatique. Donc on est aujourd'hui dans une situation, à mon sens, encore beaucoup plus dramatique que nous l'étions en 2015. Ce dont on se rend compte, c'est que finalement, cette question de l'immigration, non seulement elle est vue comme un problème, partout, en Europe et pas seulement, mais en plus, c'est une question nationale. Les pays, chacun décide de la situation sur leur territoire. On va parler d'immigration légale, si vous le voulez bien. L'immigration légale en France. Et pour cela, on va se tourner vers Alexandre Hébert. Alexandre, vous avez regardé les chiffres, les dernières études, l'évolution de cette immigration légale en France. Qu'est-ce que ça dit ? Oui, on va s'intéresser à la réalité de cette immigration légale par les chiffres que nous donne l'INSEE. Regardez, 6,8 millions, c'est le nombre d'immigrés en France. Aujourd'hui, selon l'INSEE, ils représentent donc 10,2% de la population. On va regarder autre chose, ce sont les titres de séjour. Regardez, ils sont ici. L'an dernier, environ 219 000 titres de séjour ont été donnés dans notre pays. C'est un chiffre qui est en baisse de presque 21%. Et cette baisse, d'ailleurs, on l'observe dans tous les différents types d'immigration économique comme regroupement familial. Mais la pandémie a pu jouer un rôle dans cette baisse. On va donc regarder l'évolution totale de l'immigration depuis 1920 en France. Ce qu'on voit immédiatement, c'est un premier gros pic ici à la fin des années 40 jusque dans les années 70 et puis un deuxième pic ici au début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Alors quand on le voit comme ça, on pourrait se dire qu'il y a eu une très forte hausse exponentielle de l'immigration, mais en fait quand on regarde par rapport à la part totale de l'immigration dans la population, eh bien on voit que ça n'est pas si élevé, en fait plus 2,4 points lors du premier pic et plus 2,9 lors du deuxième pic. Il y a donc eu une hausse de l'immigration, mais pas forcément une explosion qu'on nous décrit parfois. Alors ça, c'est la situation en France pour l'immigration légale, Alexandre. Et on a pris le parti aujourd'hui dans le 18-20 de comparer cette situation française à celle d'un pays où l'immigration est historique. On va parler des États-Unis, les États-Unis qui ont connu en plus ces dernières années, sous la présidence de Donald Trump, un discours
anti-immigration très important. Quand on compare les chiffres de la France et des États-Unis, qu'est-ce que ça nous dit cette fois-ci ? Eh bien, on va se baser sur une étude de l'université George Mason en Virginie. D'abord, il y a 44 millions d'immigrés aux États-Unis qui représentent 13,6% de leur population. 23% de cette population est aujourd'hui en situation irrégulière, sans papier. C'est une différence avec la France, puisqu'on estime qu'en France, que cette part est plutôt de 4,5%. Chaque année, il y a aux États-Unis 1 million d'immigrés qui arrivent sur le territoire et un peu moins de la moitié deviendra un jour américain. Enfin, différence avec la France, contrairement à notre pays qui, on l'a vu tout à l'heure, a connu 2 pics très distincts, eh bien, depuis les années 60, ça n'a jamais cessé d'augmenter. Aux États-Unis, il y avait 9 millions d'immigrés en 1960 et on est à quasiment 45 millions aujourd'hui. Et c'est pareil pour la part dans la population. 5% de la population était immigrée en 1960 contre, je vous l'ai dit tout à l'heure, 14% aujourd'hui. Catherine Wittel-de-Wenden, vous avez vu ces chiffres qui montrent notamment les chiffres de l'immigration en France. Comment est-ce que vous qualifieriez la politique migratoire en France, la politique du gouvernement au cours du dernier quinquennat ? Elle est frileuse, si j'ose dire, parce qu'en fait, on n'a pas changé grand-chose. On est resté sur la dimension sécuritaire alignée sur la politique européenne. On n'a pas ouvert l'immigration de travail, sauf dans quelques secteurs très, très, très qualifiés. Le seul secteur dans lequel on est ouvert, mais qui n'est pas spécifique à ce quinquennat, qui est une tendance depuis longtemps, c'est l'ouverture aux étudiants. Et il ne faut pas oublier, puisque c'est d'actualité, la circulaire Guéant de 2011 qui interdisait à la plupart des étudiants de prolonger leur séjour en travaillant. On s'est aperçu que c'était contre-productif intellectuellement et économiquement. Et donc, quand on a eu un changement de gouvernement en 2012, on a tout de suite supprimé la circulaire Guéant. Donc aujourd'hui, les étudiants sont une part très importante des arrivées légales et c'est pour le rayonnement de la France dans le monde que c'est un choix qui a été fait, y compris les Erasmus, etc. Tout ça, c'est tout à fait positif. Pour le reste, on est sur la restriction, sur tous les chapitres qui sont les critères du regroupement familial qu'on ne peut pas interdire. Je réponds à ceux qui veulent l'immigration zéro. Les critères, l'asile est devenu, et c'est beaucoup durci depuis les années 2015. Aujourd'hui, on est à peine 35% de gens qui obtiennent le statut de réfugié. Il ne faut pas croire qu'on brade le statut de réfugié en France. Ensuite, on a également les autres facteurs d'entrée. L'immigration de travail, c'est à peine 20%, même pas, selon les années, entre 15 et 20% de l'immigration légale dans les secteurs où on en a besoin, etc. Donc en fait, on est dans un contexte extrêmement plat, si j'ose dire, d'électrocardiogramme plat concernant l'immigration en France, si on compare par exemple à la situation de l'Allemagne, qui, elle, a annoncé avec son nouveau gouvernement une politique d'immigration moderne, en disant il faut penser l'ouverture des frontières à une immigration légale de travail pour des raisons économiques, démographiques, de compétitivité. On n'y est pas du tout en France. Mais ça veut dire quoi concrètement ? Qu'est-ce qu'on met en place ou qu'est-ce que veut mettre en place l'Allemagne pour arriver à cela et que nous, on devrait peut-être suivre ? Alors, d'une part, une politique beaucoup plus audacieuse pour les réfugiés, puisque par exemple les réfugiés ont droit à 800, y compris les demandeurs d'asile, ce qui n'est pas le cas en France, 800 heures d'allemand pour démarrer, si j'ose dire, leur nouvelle vie en Allemagne. Une insertion très rapide, notamment pour les réfugiés, sur le marché du travail. Des accords, des annonces avec des permis à point de travail dans les secteurs où on en a besoin, qui ont été mis depuis plusieurs années. Donc il y a une politique extrêmement volontariste, y compris celle de Madame Merkel à l'égard des réfugiés. Et François Gémen, l'Allemagne vient de sortir d'une campagne électorale où la question migratoire était quasi absente. On rentre, nous, dans une campagne électorale où on voit bien que c'est une question centrale du débat public. Pourquoi ? Est-ce que c'est une attente des Français qu'on parle d'immigration ou est-ce que c'est plutôt une question politique, une instrumentalisation de ce débat ? Je dirais qu'il y a une culture politique complètement différente en Allemagne et que la démocratie allemande, d'un point de vue, est une démocratie plus apaisée que la démocratie française. Et on a vu que la campagne, effectivement, avait porté davantage sur des sujets de fond. En France, effectivement, on a l'impression qu'on agite le spectre de l'immigration un peu à toutes les apparitions à la télévision ou à la radio, et les immigrés sont en quelque sorte un bouc émissaire facile, puisque beaucoup d'entre eux n'ont pas le droit de vote, ils ne sont pas représentés par des syndicats,
ils ne manifestent pas. Il y a une vraie différence, je pense, qui tient aussi au fait que l'Allemagne est un pays qui est convaincu que ses meilleurs jours sont devant lui. La France se plaît dans une sorte de logique décliniste, et beaucoup sont persuadés que les meilleurs jours de la France sont derrière elle. Et toute une série de candidats, à gauche comme à droite, ont construit leur discours sur une idée de remontada ou sur une idée de reconquête, l'idée qu'on allait rendre à la France une sorte de grandeur passée. Et donc, oui, il y a en France une certaine façon de se complaire dans le passé, c'est-à-dire aussi vers un pays où l'immigration était moins importante que maintenant, où la population était plus homogène que ne l'est aujourd'hui. Indéniablement, il y a une augmentation de l'immigration ces dernières années. Certains trouveront que c'est beaucoup, d'autres trouveront que c'est peu, mais c'est un fait. Et on a encore beaucoup de mal à accepter cette transformation structurelle de la société. On dit depuis tout à l'heure beaucoup de choses négatives sur l'immigration, en tout cas sur la vision qui est faite en France de l'immigration, notamment par les politiques. Et vous nous dites, il faut ouvrir les frontières, c'est ça qui va permettre d'apaiser la situation sur notre territoire en Europe et ailleurs. Est-ce qu'on est condamné aujourd'hui à avoir cette vision négative de l'immigration, de voir l'immigration comme une crise, ou est-ce qu'un jour, et si c'est oui, quoi, quelque chose va nous permettre de le voir positivement, de voir le revers de la médaille, mais le bon revers de la médaille? C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une autre approche si d'abord on considérait que il faut pas créer la figure de l'indésirable. Et aujourd'hui, avec les politiques dissuasives qui sont menées, on l'a vu à Calais, mais aussi à Paris, Porte de la Chapelle ou ailleurs, il y a des gens qui sont déboutés du droit d'asile, qui n'ont pas ou même s'ils sont demandeurs d'asile, n'ont pas toujours accès à un logement, qui sont des mineurs, qui dorment dans la rue, etc. Donc ça donne une image misérabiliste de l'immigration et pas du tout une image de gens qui vont contribuer à l'avenir du pays. La France est le plus ancien pays d'immigration en Europe, mais elle a beaucoup de mal à considérer qu'elle est un pays d'immigration. Donc ça, c'est une très grande difficulté, d'où le succès de ceux qui vantent la France sans immigration. Donc ça, je crois que c'est un aspect très important. Si on a une approche négative de l'immigration en disant il faut les dissuader, c'est sûr que ça va pas contribuer à donner une image positive de la part de l'immigration dans la contribution à la fabrication de la France de demain. Frédéric Guénoc de l'Auberge des Migrants, comment est-ce que justement ces migrants peuvent avoir une bonne image, y compris au sein de la population à Calais? Comment est-ce que ça se passe avec les habitants qui sont là-bas? Alors, il y a eu un sondage qui a été fait par l'Institut Harris à la demande de Amnesty International qui a montré que les Calaisiens, à peu près 70%, avaient de la compassion pour les personnes qui étaient là. Donc il y avait une minorité qui finalement se plaignait de la présence des exilés et simplement les Calaisiens déclaraient qu'ils ne connaissaient pas bien l'action des associations et on a fait tout un travail dans cette direction-là. On peut comprendre l'usure des Calaisiens quand même parce que le problème dure depuis 30 ans maintenant ici et on a un gouvernement qui s'entête dans une politique qu'on peut qualifier qui est extrêmement coûteuse. Monsieur Darmanin lui-même a dit que l'argent britannique ne couvrait pas la totalité du coût des dispositifs ici à la frontière. Une politique qui est complètement inefficace, on le voit à travers les chiffres notamment des traversées de la Manche, et une politique qui est complètement inhumaine. Et le souhait des Calaisiens et évidemment le souhait de nos associations serait qu'effectivement une véritable politique d'accueil se mette en place en Europe et en France et que et dans ces conditions-là, il y aurait évidemment beaucoup moins de monde ici sur le littoral. Il ne resterait que les gens qui ont véritablement la volonté d'aller en Grande-Bretagne. C'est la minorité. La plupart des gens qui sont ici à Calais sont des gens pour qui la Grande-Bretagne est la dernière chance parce qu'ils n'ont pas été accueillis sur le continent européen. Merci infiniment Frédéric Guénoc d'avoir été en direct avec nous dans le 18-20 de France Info. Merci aussi à vous Catherine Vitol de Vendenne et à vous François Gémen d'avoir été à nos côtés pour vos analyses. Julien, on se dit à l'année prochaine parce qu'on se retrouvera en 2022. À l'année prochaine aussi. À l'année prochaine donc évidemment puisqu'on continuera à vous parler du 1 hebdo.